Jonathan Blake était à un pas d'embarquer dans son jet privé lorsque trois petites filles identiques tirèrent sur sa manche et murmurèrent un mot qui arrêta tout son monde, aide. Jonathan Blake se déplaçait avec détermination à travers le terminal privé, son téléphone pressé contre son oreille, sa valise roulant derrière lui avec un léger bourdonnement contre le sol poli. Son assistant lui lisait encore des mises à jour sur un dîner avec des investisseurs auxquels il manquerait maintenant à Londres, mais il n'écoutait plus. Il était déjà à moitié en haut des marches de son jet, révisant mentalement la présentation qu'il avait prévu de réajuster pendant le vol. Le temps était toujours compté et son monde, façonné par les affaires, les délais et les départs, ne faisait jamais de pause assez longue pour des doutes. L'équipage attendait en haut des escaliers, hochant la tête professionnellement en le voyant approcher. Le pilote vérifiait sa montre. Tout était parfaitement dans les délais. Puis, juste au moment où Jonathan posa un pied sur la dernière marche, il sentit une petite traction sur sa manche. Il tourna brusquement, s'attendant peut-être à un membre du personnel avec un document de dernière minute ou une annonce de retard, mais ce qu'il vit le fit s'arrêter net. Trois petites filles se tenaient sur le tarmac en dessous, à peine assez grandes pour atteindre sa taille, elles avaient environ 5 ans et étaient presque identiques, détriplées aux longs cheveux blonds, aux yeux bleus clairs et vêtues de simples robes rouges pâles assorties à des baskets dépareillées. Leurs visages étaient pâles, leurs mains serrées l'une contre l'autre, et leur regard fixé sur lui avec une sorte de détermination désespérée qui ne semblait pas appartenir à des enfants si jeunes. La plus petite fit un pas en avant et, d'une voix tremblante, dit un seul mot, « Aide ». Pendant une fraction de seconde, Jonathan n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Tout autour de lui les moteurs, le vent, les appels de l'équipage au sol s'estompa en silence. Il descendit des marches, l'instinct prenant le dessus là où la logique hésitait. Il s'accroupit à leur hauteur, regardant dans les yeux de celle qui avait parlé. « Où sont vos parents ?» demanda-t-il, sa voix plus basse que d'habitude, prenant soin de ne pas les effrayer. La réponse vint rapidement de toutes les trois à la fois, « On ne sait pas ». Le pilote appela quelque chose depuis les escaliers derrière lui, lui rappelant qu'ils étaient prêts pour le décollage, mais Jonathan ne se tourna pas. Son esprit n'était plus dans le ciel, il était entièrement ancré dans ce moment, dans les trois visages effrayés devant lui, dans la façon dont leurs petites épaules montaient et descendaient avec des respirations nerveuses. Ces enfants n'étaient pas juste perdus, ils étaient seuls. Il chercha de nouveau son téléphone, non pas pour répondre aux dizaines de messages non lui concernant des contrats et des plannings, mais pour annuler le vol. Cela ne prit même pas une minute, puis il se leva, prit une grande inspiration et tendit la main. « Venez avec moi », dit-il doucement. Et sans hésiter, chacune des filles tendit la main, une main, puis l'autre, puis la troisième. Elles marchèrent avec lui vers le terminal, loin de l'avion, loin de ce qu'il avait cru être urgent. Pour la première fois depuis des années, Jonathan Blake était en retard et, pour la première fois de sa vie, il s'en fichait. À l'intérieur du terminal calme, Jonathan conduisit les trois filles vers un banc près des grandes fenêtres donnant sur le tarmac. Son jet privé restait en attente, l'équipage incertain, mais il ne leur donna aucune autre instruction. Son attention était entièrement tournée vers les enfants. Elles étaient assises très proches les unes des autres, les genoux se touchant, se tenant par la main comme si se lâcher pouvait les faire disparaître. Malgré leur apparence identique, chaque fille avait des différences subtiles. L'une avait une petite cicatrice près de son sourcil, une autre tenait nerveusement l'ourlet de sa robe, et la troisième fixait le sol comme si la regardait intensément pourrait l'empêcher de pleurer. Jonathan s'accroupit à nouveau, essayant de paraître plus petit, moins intimidant. Il n'était pas habitué à réconforter des enfants, il n'était pas habitué à être aussi près de la peur qu'il ne pouvait pas résoudre avec de l'argent ou des négociations. Doucement, il demanda, « Pouvez-vous me dire vos prénoms ?» La fille à gauche répondit la première, « Je m'appelle Émilie. »« Je m'appelle Sophie », dit celle du milieu, sa voix plus douce qu'un murmure. « Et moi, je m'appelle Mia », ajouta la troisième, levant enfin les yeux vers lui. Il répéta leurs prénoms à haute voix, essayant de les mémoriser. Émilie, Sophie, Mia, c'était facile à retenir. « Vous êtes la responsable de l'aéroport ?» demanda Émilie soudainement, ses yeux bleus grands ouverts, à la recherche de quelque chose. Jonathan secoua la tête avec un petit sourire. « Non, juste quelqu'un qui était sur le point de partir, mais vous m'avez arrêté. » Mia mordillait sa lèvre. « On ne voulait pas être méchante. »« Vous n'étiez pas méchante, dit-il doucement. Vous avez été courageuse. » Sophie se tourna légèrement vers lui. « Maman est tombée malade. Elle est tombée à l'aéroport et ils l'ont emmenée dans la voiture bruyante. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas y aller, mais on ne voulait pas rester avec les gens en uniforme. » La poitrine de Jonathan se serra.
Une ambulance. Les trois hochèrent la tête en synchronisation. Il se redressa sur ses talons et souffla lentement, réalisant qu'elles avaient probablement échappé à la garde temporaire de la sécurité de l'aéroport, ou même à un agent de protection de l'enfance. Et d'une manière ou d'une autre, au lieu de fuir, elles étaient restées près du jet qu'elles avaient vu en premier. Le sien. Elle l'avait choisi sans rien savoir de lui. Vous connaissez le nom de votre maman? Demanda-t-il prudemment. Eleanor Harper, dit Emily. La tête de Jonathan se tourna brusquement. Ce nom le frappa comme une vague d'air froid. Il ne l'avait pas entendu depuis des années. Eleanor. Ellie. La femme qu'il avait laissée quand son ambition avait triomphé de son cœur. Elle était celle qui restait dans les vieilles lettres qu'il n'avait jamais supprimées et dans les photos qu'il n'avait jamais encadrées. Il ne savait pas qu'elle avait des enfants. Il ne savait même pas qu'elle était toujours dans la même ville. Il se leva lentement et sortit son téléphone, appelant son assistant avec des instructions brèves pour localiser toutes les admissions récentes à l'hôpital sous le nom d'Eleanor Harper. Pendant qu'il attendait, il acheta des bouteilles d'eau et une petite boîte de crackers aux filles dans un distributeur automatique. Elles mangèrent tranquillement, les pieds balançant au-dessus du sol, le regardant avec curiosité, mais sans peur. 15 minutes plus tard, son téléphone vibra. Eleanor Harper avait été admise à un hôpital à proximité, seulement 30 minutes auparavant. Elle était inconsciente et dans un état grave. Il n'y avait pas de contact d'urgence listé. Il regarda les filles à nouveau. Elles n'étaient pas seulement perdues. Elles étaient seules dans ce monde, et elles ne réalisaient même pas encore le poids de cela. Jonathan s'accroupit de nouveau devant elle. Ta maman est à l'hôpital. Je vais vous y emmener, d'accord? Je vais m'assurer que vous soyez en sécurité. Elles n'hésitèrent pas. Emily se leva la première et tendit la main. Les deux autres la suivirent alors qu'il les emmenait vers sa voiture. Son esprit tournait, mais pas à propos du travail. Il ne pensait pas aux affaires qu'il avait abandonnées ni au vol qu'il avait annulé. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était le nom qu'il venait d'entendre, les trois filles à ses côtés et la pensée lourde et impossible qui se formait dans sa poitrine. Et si elles étaient les siennes? Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux, à part le doux bourdonnement du moteur de la voiture et le bruissement occasionnel des papiers de bonbons alors que les filles partageaient silencieusement les crackers que Jonathan leur avait donnés. Il conduisit plus lentement que d'habitude, ses yeux se fixant alternativement sur la route et sur le rétroviseur où les trois petites filles étaient assises, regroupées à l'arrière. Emily avait posé sa tête sur l'épaule de Sophie et Mia regardaient par la fenêtre, l'air lointain, ses petits doigts traçant des motifs dans la condensation. Cela frappa Jonathan de voir à quel point elles étaient naturelles les unes avec les autres, comment elles bougeaient comme une seule unité douce et liée. C'était une proximité qu'il n'avait jamais vue, même parmi des frères et sœurs qu'il avait connus en grandissant. Il n'arrêtait pas de les regarder, se demandant comment elles étaient liées à Eleanor. Eleanor, qu'il avait un jour appelée la personne la plus distante qu'elle ait jamais aimée. Le seul nom fit naître quelque chose de tranchant et de vieux à l'intérieur de lui. Ils n'avaient pas parlé depuis des années. Leur rupture avait été définitive, douloureuse et complètement silencieuse. Elle ne l'avait pas poursuivi lorsqu'il était parti et il ne s'était jamais retourné. Il s'était dit que c'était mieux ainsi, que leur monde n'avait jamais vraiment correspondu, et maintenant elle était à l'hôpital, inconsciente, avec trois filles qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, être les siennes. Le moment où il arriva à l'entrée de l'hôpital, une infirmière se précipita vers lui avec un regard de confusion et de reconnaissance. Elle avait clairement été informée des enfants disparus. Jonathan expliqua rapidement la situation, indiquant qu'il avait trouvé les filles seules et qu'elles avaient mentionné leur mère par son nom. L'expression de l'infirmière changea, passant de sévère à douce, et elle les guida vers une zone calme, à l'écart des urgences. Pendant que les filles attendaient avec une travailleuse sociale de l'hôpital, Jonathan demanda à voir Eleanor. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Une partie de lui craignait qu'elle se réveille et ne veuille plus rien avoir à faire avec lui. Une autre partie de lui craignait qu'elle ne se réveille pas du tout. Lorsqu'il entra dans sa chambre, le bruit de la porte qui se fermait derrière lui sembla assourdissant. Elle était allongée immobile, pâle contre le blanc éclatant des draps d'hôpital. Sa poitrine montait et descendait dans un rythme régulier, mais son visage était émacié, ses traits plus fins que ce qu'il se souvenait. Un moniteur cardiaque émettait un bip doux en arrière-plan, la seule preuve que le temps continuait d'avancer. Il resta là un long moment, incapable de faire le moindre mouvement. Puis, il s'approcha du lit et s'assit lentement sur la chaise à côté d'elle. Il ne chercha pas immédiatement sa main. Au lieu de cela, il observa son visage, cherchant la femme qu'il avait autrefois connue,
celle qui riait si fort que cela le surprenait, celle qui remettait en question chaque choix qu'il faisait avec une force qu'il n'avait pas su aimer. Finalement, il murmura, « Ellie, c'est moi, Jonathan. » Le son de sa propre voix semblait étrange dans la pièce silencieuse. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, incertain de ce qu'il attendait. « Je les ai vues, les filles, elles m'ont trouvé avant que je puisse partir, elles sont arrivées comme si elles savaient que je devais m'arrêter. » Sa voix se brisa et il ne tenta même pas de la cacher. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté? Tu savais que je serais venu. » Ses doigts se crispèrent sur le bord de la chaise. « Tu savais que j'avais le droit de savoir. » Il la regarda à nouveau, mais ses yeux restèrent fermés, sa respiration inchangée. Il resta là jusqu'à ce que l'infirmière revienne et lui rappelle doucement que les enfants demandaient à le voir. Lorsqu'il sortit dans le couloir, il trouva les filles assises sur un banc, toujours en robe rouge, semblant encore plus petites sous le poids des lumières fluorescentes. Mia tenait un crayon, dessinant sur un porte-bloc 3 petites filles se tenant par la main avec une grande silhouette à côté d'elle, toutes souriant sous un grand soleil jaune. « Elle dort toujours, dit-il doucement en s'approchant. Mais elle est en sécurité, les médecins font tout ce qu'ils peuvent. »« Elle va se réveiller ?» demanda Sophie, tout bas. Jonathan ne mentit pas, « J'espère bien, et je vais rester ici avec vous jusqu'à ce qu'elle se réveille. » Il s'assit à côté d'elle, non pas en tant qu'homme d'affaires ou inconnu, mais en tant qu'homme qui venait de se voir offrir un futur fragile et imprévu, un futur qu'il n'était pas prêt à affronter, mais qu'il ne pouvait déjà plus quitter. L'hôpital devint leur maison temporaire, bien qu'aucun d'eux ne le dise à haute voix. Jonathan s'enregistra dans une suite d'hôtels à proximité, mais y passa à peine de temps, préférant rester à l'hôpital où les filles se sentaient en sécurité. Chaque matin commençait de la même manière, les filles entraient dans la chambre d'Eleanor en pyjamas empruntés, lui murmurant doucement, comme si leur voix seule pouvait l'inciter à se réveiller. Les infirmières leur apportaient de petits déjeuners, des crayons et des livres de coloriage pour les occuper, et Jonathan était là avec son ordinateur portable, ne travaillant pas tant qu'il prétendait, son esprit trop embrouillé de questions auxquelles aucune feuille de calcul ne pouvait répondre. Eleanor restait inconsciente. Les médecins expliquaient qu'elle avait subi une grave blessure à la tête, probablement en s'évanouissant et en tombant sur le sol carrelé de l'aéroport. Il n'y avait pas de gonflement cérébral, mais sa guérison dépendait du temps et du repos. Elle était stable, et cela seul donna à Jonathan un fil fragile d'espoir auquel il s'accrocha, même quand il ne savait pas pourquoi. Pendant ce temps, les filles s'adaptaient avec une résilience qu'il n'attendait pas. Elles n'étaient ni bruyantes, ni excessivement émotionnelles, mais portaient plutôt une détermination silencieuse qui les faisait paraître plus âgées qu'elles ne l'étaient. Émilie assuma un rôle protecteur, presque maternel, Sophie était la plus douce, la plus anxieuse, toujours en train de regarder les autres avant de parler, Mia, la plus petite, avait commencé à dessiner de plus en plus, ses pages maintenant remplies de familles souriantes, de fils, de cœurs, et souvent, elle incluait Jonathan, parfois avec des cheveux bruns en désordre et une cravate, parfois tenant les 3 mains des filles. Un après-midi, alors qu'elles attendaient dans la salle d'attente pendant qu'Eleanor subissait un autre scan, Émilie monta dans la chaise à côté de Jonathan et lui demanda, « Tu connaissais maman avant ?» La question le fit se figer, puis refermer doucement son ordinateur portable. « Oui, il y a longtemps, » répondit-il. Émilie étudia son visage. « Tu l'aimais ?» Il ne sursauta pas, « Oui, je l'aimais. »« Est-ce qu'elle t'aimait ?» demanda Émilie, et sa voix n'était pas accusatrice, seulement curieuse, comme si elle avait le droit de savoir, parce qu'elle savait. « Je pense qu'elle m'aimait, » répondit-il honnêtement. « Mais je suis parti, je pensais que je devais le faire, et c'était une erreur. » Émilie resta silencieuse un moment, puis elle dit, « Elle nous a dit que notre papa était loin, qu'il ne savait pas pour nous, mais qu'un jour il pourrait venir. » Jonathan la regarda, stupéfait. « Elle a dit ça ?» Émilie hocha la tête. « Pas tout le temps, juste une fois, quand Mia a demandé pourquoi on n'avait pas de papa. » Jonathan se pencha en avant, le poids de cette simple vérité s'enfonçant profondément dans sa poitrine. Eleanor ne lui avait jamais dit, elle ne l'avait jamais contacté, mais elle avait laissé cette porte entr'ouverte dans leur cœur, juste assez pour qu'il puisse y entrer s'il retrouvait son chemin. Plus tard ce soir-là, après que les filles se soient endormies dans un coin tranquille du salon pédiatrique, Jonathan resta seul dans la chambre d'Eleanor. Il regarda les moniteurs pulser doucement, le tube d'oxygène montant et descendant avec sa respiration. Dans son silence, il se retrouva à lui parler de plus en plus à voix haute. « Je les ai rencontrées, Ellie, elles sont magnifiques, courageuses, intelligentes, tellement comme toi, ça me fait peur.
Je ne sais pas si je suis prêt pour ce qui vient, mais je sais que cette fois, je ne peux pas partir. Il tendit la main et prit la sienne délicatement. Tu aurais dû me le dire, je serais venu, je suis venu quand même, peut-être un peu tard, mais je suis là maintenant, et je reste. La lumière de la pièce était tamisée, les ombres s'étiraient sur le sol, et pendant un moment, on aurait dit que le temps s'était arrêté. Il crut voir ses doigts bouger, mais peut-être n'était-ce que son imagination. Pourtant, il ne lâcha pas sa main. Le matin venu, les filles coururent dans la pièce comme d'habitude. Mia monta sur le bord du lit et murmura « Bonjour maman, nous t'avons apporté des dessins. » Et Jonathan, observant ses petits doigts soigneusement glisser l'image sous l'oreiller d'Eleanor, réalisa quelque chose qui le bouleversa profondément, il n'était plus un homme attendant de savoir quel serait son rôle, il appartenait déjà ici. Le 5e jour, quelque chose changea, pas dans l'état d'Eleanor, qui resta immobile et silencieuse, mais en Jonathan. La routine qui lui semblait autrefois étrangère était désormais instinctive. Il savait comment chaque fille aimait son céréale le matin, comment tresser les cheveux de Sophie juste assez pour qu'ils ne se défont pas, et comment retrouver les crayons de Mia, qui disparaissaient toujours, avec une calme qu'il ne s'était jamais cru capable d'avoir. Mais il ne s'agissait pas seulement de logistique. C'était ce changement silencieux à l'intérieur de lui, la façon dont il commença à parler aux infirmières non pas comme quelqu'un demandant des nouvelles, mais comme quelqu'un qui faisait partie de la conversation. Il arrêta de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Les appels professionnels passaient sans réponse. Pour la première fois depuis qu'il avait construit son empire, Jonathan Blake n'était nulle part ailleurs que là. Ce matin-là, les filles furent invitées par la conseillère pédiatrique à passer du temps dans la salle de jeu de l'hôpital. C'était la première fois qu'elles étaient séparées de la chambre d'Eleanor pendant plus de quelques minutes. Jonathan accepta, bien qu'il se sentît mal à l'aise en les voyant disparaître autour du coin sans lui. Il se tourna à nouveau vers le lit d'Eleanor, le silence dans la pièce devenant presque trop lourd après des jours remplis de chuchotements et de mouvements. Il s'assit à côté d'elle et prit une inspiration. « Je ne t'ai jamais dit ça avant, » commença-t-il doucement, sa main reposant légèrement sur le bord de la couverture près de la sienne, « mais je veux le dire maintenant, au cas où tu m'entendrais. » Il n'était pas habitué à parler sans attendre de réponse, mais le silence ne le faisait plus peur. Il lui parla du premier moment où il a vu les filles, comment elles l'avaient arrêté avec un seul mot. Il lui parla de leurs encas préférés, des livres d'images qu'elles insistaient à lire chaque soir, et de la petite tache de rousseur derrière l'oreille de Sophie qui les faisait toutes rire. Il parla jusqu'à ce que sa gorge soit sèche, non pas parce qu'il avait besoin de réponses, mais parce qu'il voulait qu'elle sache tout ce qu'elle avait peut-être raté pendant ces quelques jours. Plus tard dans l'après-midi, après qu'il soit sorti pour prendre un café, l'infirmière en chef s'approcha de lui, son expression neutre mais attentive. « Monsieur Blake, les papiers des filles à l'hôpital vous indiquent comme contact d'urgence. Je veux juste confirmer que c'est exact. » Il s'arrêta un instant, puis hocha la tête. « Oui, c'est exact. Les services de protection de l'enfance vous ont-ils contacté ? » Il expira lentement. « Pas encore. » Elle baissa la voix. « Ils le feront si Eleanor ne se réveille pas bientôt. Les filles pourraient être placées en garde temporaire, sauf si vous acceptez de prendre la relève officiellement. » Jonathan n'hésita pas, « Je ferai tout ce que je dois faire. » L'infirmière hocha la tête avec approbation. « Alors je vous conseille de parler avec un avocat spécialisé en famille aujourd'hui. » Il passa l'appel ce soir-là, assis dans un couloir calme tandis que les filles regardaient des dessins animés dans le salon familial. L'avocat avec lequel il avait travaillé pendant des années répondit immédiatement, mais cette fois, leur conversation était différente. Jonathan n'appelait pas pour protéger des biens ou dissoudre un partenariat. Il appelait pour devenir tuteur, un père, un homme avec quelque chose à perdre. Le soir même, les premiers documents étaient déjà en préparation. Il ne savait pas combien de temps cela prendrait pour finaliser, mais il s'en fichait. Il se battrait si nécessaire, non pas parce qu'il le devait à Eleanor ou pour rattraper le temps perdu, mais parce qu'en quelques jours, ces 3 filles lui avaient montré une version de lui-même qu'il n'avait jamais cru possible. Dans la chambre d'hôpital, alors que les lumières s'éteignaient et que les machines continuaient leur rythme régulier, Jonathan regarda Mia s'endormir avec sa tête posée sur l'épaule d'Eleanor, sa petite main repliée dans le drap. Sophie se pencha contre lui, clignant lentement des yeux, et Émilie murmura « Elle va se réveiller bientôt ?» Jonathan la regarda, sa voix calme. « Je crois que oui, et quand elle le fera, nous serons tous là. » Il ne le disait pas comme une promesse, mais comme un fait, parce que d'une manière ou d'une autre, ce n'était plus une question de ce qui pourrait arriver, mais de ce qui était déjà arrivé.
Le 6e jour commença comme les autres, calme, lent et rempli d'espoir incertain, mais il y avait un poids différent dans l'air, quelque chose de plus fragile. Jonathan se tenait à la grande fenêtre du couloir de l'hôpital, regardant le parking en bas alors que les premières lumières du matin peignaient les voitures d'un gris terne. Son café était devenu froid dans sa main, mais il ne l'avait pas remarqué. Son esprit était trop plein. Les documents de tutelle avaient été livrés ce matin-là et, avec une seule signature, tout changerait, légalement, définitivement. Il était passé d'inconnu à un homme prêt à élever 3 petites filles seules. La pensée aurait dû le terrifier, mais elle ne le faisait pas. Ce qui le terrifiait maintenant, c'était l'idée de les perdre. Dans la chambre d'Eleanor, les filles avaient pris l'habitude de s'asseoir autour de son lit, lui parlant comme si elles l'écoutaient. Émilie lui raconta l'histoire d'une infirmière drôle qui faisait des animaux en ballon, Sophie décrivit un rêve où elle avait vu un chat volant, Mia, toujours silencieuse, dessinait des images qu'elle posait sur la couverture, une par une. Jonathan les regarda depuis l'embrasure de la porte, émerveillé par la façon dont cela était devenu naturel de les voir là, à quel point elles appartenaient à cet endroit. Chaque geste, chaque mot, chaque regard échangé entre elles était rempli d'une sorte de compréhension tacite, d'une proximité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le médecin entra plus tard dans la matinée, son dossier à la main, son visage impassible. Jonathan le suivit dans le couloir, le cœur serré. Les mots étaient d'abord cliniques, signes vitaux stabilisés, gonflement minimal, motif régulier sur le EG, mais puis le médecin marqua une pause et le regarda directement. Elle pourrait se réveiller bientôt, probablement dans les 24 prochaines heures. Jonathan retint son souffle un instant. Il s'était préparé à tout, sauf à une bonne nouvelle. Et si elle se réveille, elle sera probablement désorientée, des trous de mémoire sont possibles, mais il est trop tôt pour savoir. L'essentiel, c'est qu'elle ait des gens ici, des voix familières, des visages. Cela compte plus que vous ne le pensez. Il hocha la tête, remercia le médecin et retourna dans la chambre où les filles avaient commencé à jouer tranquillement à un jeu de cartes sur le sol. Il se pencha près d'elles et leur annonça la nouvelle d'un ton calme et posé. Leurs yeux s'illuminèrent, mais elles ne crièrent pas ni ne sautèrent. Au lieu de cela, elles se tournèrent vers leur mère et dirent tranquillement, « Tu as entendu, maman ? Nous sommes toujours là. » Cet après-midi-là, Jonathan se retrouva à faire les 100 pas dans le couloir, incapable de rester tranquille. Il appela à nouveau l'avocat pour confirmer les prochaines étapes, parla avec la travailleuse sociale qui avait commencé à les visiter chaque jour, lui fournissant tous les détails nécessaires. Il prit les dispositions pour transférer Eleanor dans une chambre privée plus confortable et contacta même un ancien partenaire d'affaires spécialisé dans les soins de longue durée, juste au cas où. Mais lorsque le soir tomba, toute la préparation s'effaça derrière un simple moment. Mia, qui s'était blottie comme d'habitude contre le bras d'Eleanor, eut soudainement un souffle coupé. Émilie se précipita vers le lit, Sophie se figea. Jonathan se hâta, pensant que quelque chose n'allait pas, jusqu'à ce qu'il le voie. Les doigts d'Eleanor avaient bougé, légèrement tremblants mais incontestables. Puis ses paupières clignèrent une fois, puis une autre, avant de commencer lentement à s'ouvrir. Il s'avança juste au moment où les filles se penchaient, murmurant son nom comme une prière. « Maman, maman, nous sommes là. » Eleanor cligna des yeux vers le plafond, son front se plissant comme si elle essayait de se concentrer à travers un brouillard. Ses lèvres s'ouvrirent légèrement, sèches et incertaines. Jonathan sentit son cœur s'emballer alors qu'il prenait sa main délicatement. « Ellie, dit-il doucement. C'est moi, Jonathan. Les filles vont bien, tu vas bien. » Elle tourna lentement la tête, ses yeux le trouvant, confus mais présent. Son regard se posa sur les 3 petits visages autour d'elle, et quelque chose dans son expression changea. Une larme roula sur sa joue. Elle murmura à peine audible, « Tu les as trouvés. » Jonathan hocha la tête, la voix serrée. Elles m'ont trouvé. Et ainsi, la distance impossible entre le passé et le présent commença à se fermer. Elle était réveillée, les filles étaient en sécurité, et Jonathan savait avec certitude que ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle. Le retour d'Eleanor à la conscience ne fut pas une clarté instantanée, mais une lente et inégale ascension depuis l'obscurité. Les premières heures après son réveil furent remplies de confusion et de fatigue. Ses mots étaient confus, sa mémoire arrivait par fragments. Les médecins assurèrent à Jonathan que c'était normal et que la guérison prendrait du temps, mais pour les filles, cela n'avait pas d'importance. Leur mère avait ouvert les yeux, les avait regardées et avait dit leur prénom. C'était tout ce dont elles avaient besoin. Elles restèrent près d'elle, murmurant,
dessinant et posant leur tête sur sa couverture lorsqu'elle se laissait emporter dans un sommeil léger. Jonathan resta en retrait, à la fois soulagé et perturbé de voir Eleanor vivante, parlant, réagissant. Cela raviva une tempête d'émotions qu'il pensait avoir enfouie. Il ne savait pas où il se trouvait dans sa vie maintenant, mais il savait où il se tenait dans la vie des filles. Il ne partirait pas. Cette vérité était devenue une partie de lui. Plus tard dans la soirée, la pièce était tamisée et silencieuse lorsqu'Eleanor posa la question qui l'attendait. Sa voix était faible mais claire. « Comment tu les as trouvés ?» Il s'assit sur la chaise à côté de son lit, la regardant attentivement. Les filles dormaient près de lui, blotties ensemble sur un canapé, comme un tas de chatons. Il lui raconta tout, depuis le moment sur la piste jusqu'à l'hôpital, en passant par l'audience qu'il avait programmée avec son avocat. Elle l'écouta avec de grands yeux pleins de larmes, son expression passant de l'incrédulité à quelque chose de plus douloureux. « Je n'ai jamais voulu vous les cacher, dit-elle doucement. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tu étais déjà parti. Tu avais fait ton choix et je pensais que ça ferait juste encore plus de mal de te courir après. » Jonathan baissa la tête. « Je ne savais pas comment rester, Ellie. Je ne pensais pas pouvoir être à la fois quelqu'un que tu aimais et quelqu'un qui voulait plus du monde, alors je suis parti, pensant que c'était la chose la moins dommageable que je pouvais faire. » Elle sourit faiblement. « Et maintenant, je sais que j'avais tort. Et je suis là, je suis ici. » Eleanor tendit lentement la main et prit la sienne. Son emprise était faible mais intentionnelle. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, murmura-t-elle. Mais j'ai cessé d'attendre. » Jonathan avala l'émotion qui menaçait de monter dans sa gorge. « Je n'attends rien, je veux juste que tu ailles mieux et je veux qu'elles aient un futur. Si tu me laisses, je ferai partie de ce futur. » Ils restèrent en silence un long moment, les doigts toujours entrelacés. Dehors, les lumières de la ville clignotaient, inconscientes du calme qui se déroulait dans cette petite chambre d'hôpital. Le lendemain, le médecin donna son feu vert à Eleanor pour commencer une thérapie physique légère. Jonathan apporta des vêtements pour elle, simples et confortables, et aida les filles à préparer une chambre dans l'unité de rééducation, avec des dessins et des cartes. Émilie insista pour accrocher un cœur en papier au-dessus du lit, avec écrit « Bienvenue maman » dans une écriture inégale. Sophie colla des étoiles le long du rebord de la fenêtre, et Mia plaça un petit ours en peluche à côté de l'oreiller en murmurant « Pour que tu ne te sentes pas seule ». Plus tard dans l'après-midi, Eleanor fut transférée dans la nouvelle chambre. Elle se déplaçait lentement mais avec détermination, et Jonathan poussait le fauteuil roulant avec soin, chaque virage délibéré. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre décorée, elle s'arrêta et se coucha la bouche avec sa main, les yeux remplis de larmes. « C'est eux qui ont fait ça ?» demanda-t-elle. « Tout seul, répondit-il. Ils voulaient que tu te sentes à nouveau chez toi. » Elle regarda autour d'elle, puis leva les yeux vers lui. « Et toi, Jonathan? Tu te sens chez toi ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il la regarda, puis tourna les yeux vers les filles, occupées avec des livres et des crayons dans le coin. Sa poitrine se serra, non pas par incertitude, mais par quelque chose de plus profond et de plus vrai. « Oui, dit-il. Pour la première fois, je pense que oui. » Les semaines qui suivirent furent un mélange délicat de guérison, de changement et de transformation silencieuse. La force d'Eleanor revint progressivement avec chaque séance de rééducation physique. Ses mouvements devinrent plus assurés, sa voix plus claire et sa mémoire plus fiable. Les filles s'adaptèrent à son rythme plus lent avec une maturité surprenante, l'aidant souvent à attraper des objets, lui brossant doucement les cheveux le matin et lui tenant compagnie pendant les longues périodes de repos. Elles avaient attendu son réveil, et maintenant qu'elle était réveillée, elle traversait chaque moment avec une sorte de révérence, comme si les tâches les plus simples étaient devenues sacrées, simplement parce qu'elle pouvait les partager à nouveau. Jonathan resta une présence constante, non pas parce qu'il se sentait obligé, mais parce qu'il ne voulait être nulle part ailleurs. Chaque matin, il arrivait à l'hôpital assez tôt pour les rejoindre pour le petit déjeuner, apportant du café pour Eleanor et des céréales pour les filles. Il apprit à tresser les cheveux et à répondre à la même question du coucher de 3 manières différentes. Ses journées n'étaient plus définies par des vols, des délais ou des contrats, mais par des promenades lentes dans les couloirs de l'hôpital, la lecture de livres d'images à voix haute et le fait de s'asseoir à côté d'Eleanor alors qu'ils parlaient tranquillement des années qu'ils avaient manquées et des jours à venir. Un soir, pendant que les filles jouaient dans le jardin de l'hôpital sous l'œil attentif d'une infirmière, Eleanor lui demanda de se promener avec elle. Elle utilisait toujours une canne, mais ses pas étaient assurés. Ils avancèrent lentement sur le chemin du jardin,
la lumière déclinante projetant de longues ombres sur la pierre. Elle ne parla pas tout de suite, et il ne la pressa pas. Finalement, elle s'arrêta près d'un banc et s'assit, regardant le ciel. « Je pensais que j'allais mourir, dit-elle doucement. Et la dernière chose que je me souviens avoir pensé, c'est que je les avais abandonnées, qu'elles seraient seules. Je ne savais pas qu'elles te trouveraient. » Jonathan s'assit à côté d'elle. « Je ne savais pas qu'elles existaient, mais maintenant que je sais, je ne les perds pas, ni toi. » Elle le regarda, et la fatigue sur son visage fut remplacée par quelque chose de plus doux. Que se passe-t-il ensuite? Il plongea la main dans sa veste et en sortit une enveloppe pliée. Voici une copie des documents de tutelle. Le juge les a approuvés, mais je ne les ai pas encore déposés. Je voulais attendre que tu sois prête. Si tu es prête, nous pouvons le faire ensemble, en famille. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle prit l'enveloppe soigneusement, la tenant dans ses deux mains. Tu as changé, murmura-t-elle. J'ai enfin compris ce qui compte. Ce week-end-là, Eleanor fut sortie de l'hôpital. Jonathan l'aida ainsi que les filles à s'installer dans une maison de location temporaire juste à l'extérieur de la ville. Ce n'était pas extravagant, mais elle avait un petit jardin, des fenêtres lumineuses et 3 chambres, une pour chaque fille. Elles remplirent l'espace de dessins, de musique douce et du son du rire qui résonnait dans le couloir. Chaque soir, Jonathan restait pour le dîner. Certains soirs, il ne partait pas du tout. Les semaines se transformèrent en mois, et la vie trouva lentement son rythme. Eleanor continua de se rétablir, plus forte chaque jour. Les filles s'inscrivirent dans une petite école locale où elles se firent rapidement des amis. Jonathan s'adapta à équilibrer les appels professionnels entre les récitals de ballet et les rendez-vous pédiatriques. Il construisit une maison, non pas avec de la richesse, mais avec de la présence, de l'effort et du pardon. Un dimanche matin, ils allèrent au lac, le même lac de la peinture d'Eleanor, celui qui avait, sans le savoir, tout déclenché. Ils se tenaient ensemble sur le rivage, les filles courant le long de l'eau, lançant des pierres et riant. Jonathan et Eleanor les observaient de loin, les mains silencieusement entrelacées. « Tu te demandes jamais ce qui se serait passé si elle ne t'avait pas arrêté ce jour-là, demanda-t-elle. Tous les jours, répondit-il. Et chaque jour, je remercie la force de l'univers qui les a mises sur mon chemin. Elle posa sa tête contre son épaule. Elles nous ont sauvés tous les deux. Il hocha la tête, sachant que c'était vrai. Elle l'avait tiré d'un vol vers une vie qui ne lui convenait plus et l'avait conduit droit dans celle qu'il était toujours destiné à vivre. Et cette fois, il ne partait pas. La fin de cette histoire est silencieusement puissante, car elle ne repose pas sur des rebondissements dramatiques ou de grands gestes. Elle est construite sur la croissance, le choix et la rédemption. Ce qui ressort le plus, c'est que Jonathan ne devient pas une autre personne du jour au lendemain. Il n'abandonne pas son identité ni n'efface ses erreurs passées. Au contraire, il prend une décision consciente et constante de se tenir là, pour Eleanor, pour les filles et pour lui-même, d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. C'est ce qui rend la transformation si crédible et si émouvante. La récupération d'Eleanor est traitée avec réalisme, et la façon dont la famille se reconstruit autour d'elle n'est pas idéalisée. Elle est pleine d'incertitudes, de maladresse et d'efforts, mais c'est ce qui donne à l'histoire sa force. L'élément le plus touchant, c'est que les enfants, malgré leur vulnérabilité, sont ceux qui guident les adultes vers la guérison. Ils deviennent le pont entre deux personnes avec un passé compliqué, et ils le font non pas par intention, mais par innocence et confiance. À la fin, cette histoire ne parle pas seulement d'un amour perdu ou de la paternité inattendue. Il s'agit de trouver un but dans la connexion et de réaliser que parfois, la vie que l'on n'a jamais planifiée devient celle que l'on était toujours destiné à mener. C'est un rappel plein d'espoir que les secondes chances n'arrivent pas toujours bruyamment. Parfois, elles viennent sous la forme de petites mains, de questions silencieuses et du courage de rester.